dans un ouvrage qui va paraître, je l'espère, cet été, autour de la problématique suivante: inégalité, croissance et cohésion sociale, deux points, un paradoxe marocain. Donc je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée en m'inspirant de ces travaux et en m'inspirant de certains extraits de cet ouvrage que j'espère pouvoir paraître au cours de cet été. En fait, la question que je me pose, elle est très simple. Comment faire de la croissance un levier pour un développement crédible? Et par développement crédible, j'entends la production de la richesse, la réduction des inégalités et cohésion sociale. Et je pars du principe que une croissance qui n'est pas accompagnée par une réduction significative des inégalités peut être source d'externalités négatives, ce qui est parfaitement contre-intuitif pour un économiste. C'est vrai que les écologistes développent d'autres formes d'externalités négatives liées à la croissance. Je ne suis pas un écologiste, je me situe plutôt dans le courant social-démocrate, et je suis presque un keynésien convaincu. Donc, en fait, la question que je me pose, elle est légitime dans un contexte où le basculement de la richesse, c'est un terme utilisé par l'OCDE, en anglais c'est shift wealth. Donc cette question légitime dans ce contexte de basculement de la richesse pour désigner l'émergence d'un nouveau modèle de croissance observé dès le début des années 90 et qui incite dès lors à s'interroger sur toutes les pistes qui pourraient exister pour les pays en voie de développement entre croissance soutenue, baisse de la pauvreté, réduction des inégalités, extension de la classe moyenne. En effet, pour appuyer ce terme du basculement de la richesse, lorsqu'on observe les statistiques mondiales récentes, on voit qu'au fil du temps, les taux de croissance affichés par les pays en voie de développement ont engendré de nouvelles opportunités pour faire reculer la pauvreté et entrer dans un cercle vertueux de croissance et de prospérité. Quelques statistiques générales. Par exemple, en 2011, plus de 80 pays dégageaient un taux de croissance supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Sans oublier que la crise économique mondiale a creusé l'écart entre les taux de croissance, car elle a touché les pays de l'OCDE beaucoup plus directement que les autres économies. Concernant plus spécifiquement les pays du Sud et à l'Est de la Méditerranée, toutes les observations et les analyses faites par les économistes indiquent que ces derniers ont relativement mieux résisté à la crise. Et depuis la seconde moitié de la décennie 2000, les gouvernements ont pu gérer les crises en mettant en œuvre presque partout des politiques contracycliques qui ont plus ou moins marché, extension des incitations fiscales favorisant l'investissement, ampleur de la réduction des taux d'intérêt nécessaires pour maintenir l'activité. Et du point de vue des indicateurs de développement humain, on peut dire que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, Oman, l'Arabie Saoudite avaient ainsi été classés parmi les 10 pays du monde ayant enregistré une plus forte augmentation de l'IDH entre 1970 et 2010, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Des progrès très rapides accomplis par les pays de la région dans les domaines de la santé, de l'éducation ont été également observés. L'espérance de vie en Afrique du Nord est passée de 51 à 71 entre 1970 et 2010. La part des enfants scolarisés est, quant à elle, passée de 37% à plus de 70% sur la même, voire même plus, sur la même, parce qu'au Maroc, le taux brut de scolarisation, même le taux net de scolarisation pour les jeunes âgés de 6 jusqu'à 12 ans, il est à peu près maintenant de 95%. Donc, les faibles taux de natalité des pays arabes vont de pair avec le recul de l'âge du mariage, l'accroissement du taux de participation des femmes au marché du travail, même si le niveau est bien évidemment encore très faible. Tout cela, bien évidemment, est une bonne chose, belle réalisation. Et effectivement, le Maroc des années 2000 n'est pas le Maroc des années 80 ou le Maroc des années 70, mais des imperfections institutionnelles continuent d'exister et qui incitent à poser une question très provocatrice. À quoi sert la croissance?
Et en fait, c'est le thème que je voulais donner à mon intervention. Et sinon, Hermousine me dit c'est un peu provocateur. Voilà. Donc, ces imperfections qui incitent à poser cette question concernant la croissance, ils sapent la diffusion de la richesse parmi les couches populaires et fragilisent la constitution d'une classe moyenne qui peut être le réservoir de la promotion sociale, de la confiance dans l'avenir et un levier pour une demande globale stable au service d'une croissance soutenue et donc au service du développement. Comment peut-on expliquer que malgré les taux de croissance records qu'a connu le Maroc au cours de la dernière décennie, on a un indice d'inégalité de revenus, c'est un indice à travers lequel on définit la concentration, on va dire, de la richesse. Comment se fait-il que cet indice de revenus se situe toujours autour de 40% depuis au moins 30 ans? Certains diront depuis au moins 50 ans. Alors même, d'après le HCP, que la pauvreté s'est divisée par 3. Comment peut-on expliquer que malgré les taux de croissance, la moyenne d'années de scolarisation pour la population âgée de 15 ans et plus, c'est l'indicateur maintenant qui est utilisé officiellement par le PNUD pour comparer les pays. Donc comment peut-on expliquer que cette moyenne d'années de scolarisation pour la population âgée de 15 ans et plus ne dépasse guère 5 ans avec un indice de Gini d'inégalité de l'éducation parmi les plus élevés au monde? Il est autour de 0,53%. Alors que pour les pays émergents que nous souhaitons imiter, la Turquie, le Brésil, le Chili, l'Argentine, on a une moyenne d'années de scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus, au moins est égale à 7 ans, et des indices de Gini de l'éducation qui ne dépassent guère 30%. Et je souligne au passage que pour que le Maroc puisse passer de 5 à 7 ans et donc accompagner le sentier des pays émergents, il nous faut au moins 20 ans avec des politiques publiques d'éducation crédibles et efficaces. Et que pour ramener le niveau d'inégalité d'éducation à un niveau acceptable, les économistes le savent, l'indice de Gini, c'est un indice qui bouge très très peu. Et très très peu, il demande de la durée et il demande des politiques extrêmement efficaces et efficientes. Donc pour ramener pour ramener donc les inégalités d'éducation de 0,53 à moins de 0,30, et donc être dans un niveau acceptable qui conditionne une émergence réussie, il faut certainement beaucoup plus. Donc, décor. Je pourrais encore continuer à donner un certain nombre de données et de résultats issus d'un certain nombre de travaux, peut-être dans la discussion, on pourra les voir de façon encore plus détaillée. Indépendamment de tout cela, toute la question épistémologique que je me pose, que je me suis toujours posée, est de comprendre comment des principes économiques communs peuvent exister dans des environnements institutionnels distincts avec des conséquences économiques et sociales différentes. Ces questions constituent un champ de recherche actuel aux confins des sciences politiques, du droit, de l'économie et de l'histoire, et des passerelles épistémologiques du point de vue de la problématique de développement méritent d'être construites. Ils sont en phase de construction. Il y a énormément d'économistes maintenant qui essayent de développer un concept de développement en prenant en compte ces 4 ou ces 5 disciplines. Roderick, un économiste pourtant néoclassique, mais c'est un néoclassique intelligent, parmi les plus intelligents chez les néoclassiques, affirme de façon directe la place centrale que doivent désormais occuper les institutions dans toutes les stratégies de croissance. Les néoclassiques, pour les néoclassiques, la seule institution valable, c'est le marché. Mais Roderick, il reconnaît dans ses écrits que parmi les failles du système néoclassique, intellectuel néoclassique, c'est d'avoir accordé peu d'importance au rôle des institutions dans le développement de la croissance. En effet, il précise qu'il est beaucoup plus facile d'enclencher un processus de croissance que de le soutenir. Parce que le deuxième mouvement est beaucoup plus difficile car il nécessite des mutations structurelles et institutionnelles de long terme, alors que le premier peut tout simplement résulter d'une bonne politique volontariste. Et l'ignorance de cette distinction conduisant à fixer un agenda de politique économique indifférencié
selon les pays, selon les périodes, est totalement irréaliste. Et ceci, c'est une interpellation que j'envoie à mes deux collègues, Sino Al-Hermouzi, l'Ustad al-Kittal. يعني الاقتصاد الإسلامي, je veux bien, mais les mécanismes ديال الاقتصاد الإسلامي ديال 10 القرون واش باقيين صالحين في المجتمعات الحالية ديالنا. Alors que la théorie économique, les recherches actuelles nous disent que non, il ne peut pas y avoir une recette unique partout. En effet, la théorie montre, ce que je dis est soutenu théoriquement, qu'en cas d'imperfection de marché, donc optimum de second rang, il est impossible d'atteindre l'optimum, le véritable optimum de premier rang, au sens de Pareto, sur un marché sans créer des conséquences néfastes sur un autre. Donc, tenant compte de ce résultat qui invalide l'idée d'une politique unique, certains économistes, dont je fais un peu partie, proposent leur vision de la politique efficace consistant à identifier une à une les principales contraintes pesant sur la croissance, parce qu'il s'agit d'établir un véritable mode d'emploi pour établir un diagnostic de croissance précis avant de tirer quelques conclusions politiques. L'identification des contraintes spécifiques à la croissance devient alors le principal apport possible de la théorie économique, étant donné que celle-ci est incapable dans un contexte de marché imparfait de spécifier une politique optimale, unique et globale. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde plein d'imperfections qui peuvent être liées à plein de phénomènes économiques. Je n'ai pas le temps de développer ça. La question maintenant est de savoir quelle institution favorise la croissance ou comment est-il possible de s'en doter. Mais en filigrane, il faut aussi bien souligner qu'une vision trop globale et déterministe de l'impact des institutions sur la croissance n'est plus d'actualité. C'est terminé. L'adéquation entre institutions et développement économique doit s'évaluer à un niveau local. La meilleure manière de déterminer au niveau local les institutions efficientes réside dans la participation libre des acteurs. La participation libre des acteurs, donc dans la démocratie, et dans ce que prix Nobel Armand Tarayassen appelle un débat public efficient sur les pondérations qu'il faudrait accorder à l'équité versus efficacité. Et Rodrik, je reviens à Rodrik, il montre selon plusieurs facettes le lien positif entre croissance et démocratie tout en écartant l'idée d'une définition universelle d'une bonne institution. Maintenant, pour aller très vite, parce que je veux pas... Donc, pour essayer d'éclairer un peu plus le débat, je vais choisir le système d'éducation et de formation et montrer comment cette institution, lorsqu'elle est défaillante, sanctionne le développement et comment on peut mieux la réformer en fonction de nos spécificités. Car de façon très claire, j'aurai peut-être pas le temps de le montrer, l'inégalité de l'éducation sanctionne le bien-être social. Et le bien-être social, pour moi, c'est un terme précis. Le bien-être social, je vais le définir tout de suite, des Marocains, et réduit les chances d'émergence du pays dans un contexte de mondialisation. Bien-être social, pour les économistes, c'est une fonction qui dépend de 3 grands paramètres. Les masha, c'est-à-dire la santé, l'éducation et le revenu. La santé, l'éducation et le revenu. D'après les économistes, c'est le bien-être. On peut critiquer bien évidemment cette vision des choses, mais en tout cas, c'est le terme consacré par les économistes. En effet, certains de mes travaux très récents, que j'ai réalisés avec un certain nombre de mes amis et de mes camarades, on parvient à décomposer cette fonction du bien-être social à l'échelle planétaire. Et on s'est posé une question très simple. Quelle est la forme d'inégalité les 3 dimensions qui sanctionnent plus le bien-être social des pays? Qu'est-ce qu'on a pu déduire? D'ailleurs, هذا العمل غيتنشر إن شاء الله واحد المجلة اقتصادية في أمريكا. C'est que
qu'est-ce qu'on a pu conclure? Que c'est bien l'inégalité de l'éducation au Maroc par rapport aux inégalités de revenus et de santé qui tirent vers le bas cette fonction. Et que le Maroc est de ce point de vue-là, il est dans la même situation que l'ensemble du monde arabe, contrairement à l'Afrique subsaharienne où c'est la santé. Et c'est l'inégalité de revenus qui contribue le plus à faire baisser le bien-être social dans les pays développés. Les niveaux faibles d'éducation au Maroc, son inégale répartition, sans oublier sa mauvaise qualité, donnent par conséquent du sens à une littérature macroéconomique extrêmement récente qui établit les liens faibles entre croissance à long terme et éducation, et entre cette dernière et la presque inexistence de spillover. Pour les économistes, les spillover, ce sont les effets, les externalités ou les effets indirects liés à l'installation des IDE dans un pays. S'il est vrai que l'investissement en capital humain ne saurait rentable ou n'aurait d'effet significatif sur la croissance des pays en voie de développement que dans des conditions acceptables de transparence et de bonne gouvernance nécessaires à l'amélioration de l'environnement économique et social, il n'en demeure pas moins que la non-identification d'un effet positif du capital humain sur la croissance dans un pays comme le nôtre peut expliquer par la faible qualité des systèmes éducatifs des pays et leur impact contre-intuitif sur la stratification sociale, comme le montrent un certain nombre de travaux. Tu en as parlé de deux, mais il y a d'autres plus récents que nous avons pu publier ces derniers temps. Pourquoi? Parce que ces systèmes et ces pays évoluent différemment d'un pays à l'autre, et on peut alors aisément admettre que l'accumulation du capital humain brut au même rythme peut donner lieu à des résultats complètement différents. Et cette génération de travaux nous aide à mieux comprendre pourquoi l'investissement en capital humain n'a pas été récompensé par une croissance rapide. Et à titre d'exemple, on peut évoquer le fait que la scolarisation massive dans les pays en voie de développement s'est souvent faite au détriment de la qualité de l'éducation reçue, ou encore que la distribution inégalitaire des services de l'éducation a eu des effets néfastes en termes d'efficacité des dépenses publiques. Et un cercle vertueux est entretenu dans la mesure où la scolarisation massive dans de mauvaises conditions donne lieu à un faible rendement privé de l'éducation et tire vers le bas la demande d'éducation, sans oublier le fait que la concentration inégalitaire de l'éducation réduit mécaniquement les financements publics. Et la très grande partie des travaux issus du développement des développements par l'éducation mettent l'accent sur la nécessité pour les pays en voie de développement de façon générale de mettre en place des politiques publiques de professionnalisation de l'enseignement, notamment au niveau du secondaire, et je pourrais revenir dans le débat pour expliquer pourquoi aujourd'hui au Maroc, la réforme la plus urgente, il y a le collège. On pourra revenir dans le débat si vous le souhaitez. Donc faire ça afin de doter le système productif de qualifications intermédiaires, parce que on sait former les ingénieurs, en tout cas mieux que pas mal d'autres pays, mais on ne sait pas former les techniciens et les qualifications intermédiaires. Et pourtant, tous les travaux montrent que si on veut bénéficier des externalités des EDE, il nous faut des techniciens, des ouvriers spécialisés qui peuvent développer, s'ils sont bien encadrés par des ingénieurs, qui peuvent développer des activités d'apprentissage et imiter pour pouvoir ensuite innover. C'est ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui s'est passé en Inde, c'est ce qui s'est passé au Brésil, en Turquie et dans bien d'autres pays. Et ces travaux insistent aussi pour que les politiques éducatives soient accompagnées, bien évidemment, de politiques économiques, favorisant la création d'emplois productifs et offrant ainsi au capital humain une rémunération suffisante et des conditions de valorisation de qualité. Comment dès lors, question, passer d'une perspective quantitative axée sur les flux de scolarisés à une perspective plus qualitative mesurée à l'aune de l'efficacité du diplôme, par exemple dans l'insertion professionnelle des jeunes, au moment même où l'injonction de restriction des dépenses publiques conditionne l'accès à l'aide internationale et oriente de plus en plus les IDE, les investissements directs étrangers, vers la recherche de moindres coûts salariaux, plutôt que vers l'extraction de fortes compétences technologiques de la main-d'œuvre.
Donc, ce thème des inégalités ne pouvait donc pas mieux être choisi pour caractériser les pays arabes méditerranéens et notamment le Maroc. C'est pourquoi la question de la croissance dite inclusive est au premier plan des discussions et des propositions dans les instances internationales comme la Banque mondiale ou la Banque arabe de développement par exemple. Et la littérature récente insiste là aussi sur le rôle que jouent les inégalités dans l'explication de la croissance, de l'immigration, de la pauvreté dans de nombreux pays en développement. Et comme le suppose la théorie de la croissance pro-pauvre, pro-poor growth, deux effets distincts jouent dans l'explication de la pauvreté. Un effet croissance et un effet inégalité. Si la Banque mondiale met en avant la nécessité de réduire les trappes à l'inégalité pour réduire la pauvreté, en préconisant la lutte contre l'iniquité sociale, des travaux ont montré que le problème est beaucoup plus complexe dans les pays arabes méditerranéens, parce que malgré une nette amélioration des indicateurs d'éducation, de santé, de développement humain que j'ai rappelé tout à l'heure, ces pays n'ont pas connu de réduction significative de la pauvreté. On a le chiffre de l'HCP, bon, j'ai des doutes. Voilà. Parce qu'environ 40% de la population des 18 pays arabes, soit 140 millions de personnes, vit en dessous de seuil de pauvreté, selon le rapport du PNUD et de la Ligue arabe de 2009. Et il n'y a pas eu de réduction de taux de pauvreté de la part de la population souffrant de la malnutrition au cours des 20 dernières années. Et la littérature économique récente met aussi l'accent. C'est l'occasion pour moi de féliciter le Centre arabe d'avoir axé les problèmes de développement sur les institutions, parce qu'il s'inscrit dans cette littérature récente qui met l'accent sur les institutions et leur qualité comme facteur clé du développement ou de la trappe ou sous-développement. Les institutions des pays arabes et leur fonctionnement, ça a été dit tout à l'heure, leur rôle dans la faiblesse des performances économiques qui caractérisent ces pays mérite des analyses, bien évidemment, encore très approfondies. Le blocage des institutions, la diffusion de la corruption au rôle des capabilities, pour reprendre la formulation de Ahmad Yassine, et la confiance comme pratique sociale, ce qui a pour conséquence des conséquences directes. Donc, ce qui a pour conséquence directe de réduire l'efficacité et nuire à la productivité du travail. La pauvreté monétaire est limitée par l'existence de fonds de transfert de fonds des immigrés et l'organisation de filets sociaux par les solidarités familiales et par le soutien public au prix de produits de base ou à l'emploi dans l'administration. Mais le contrat social implicite, je pense que le problème que vous posez, c'est des problèmes intéressants, mais qui méritent, pour moi, c'est pas suffisant. La société civile, c'est pas à la société civile de s'occuper des problèmes de développement. La société civile peut accompagner Doula, le rôle de l'État. Donc, le contrat implicite qui fonde cette solidarité favorise des pratiques clientélistes qui tendent, et qui est la morale, il faut faire attention, qui est quelque chose inhérent à dans toutes ces formes de solidarité. Donc, le contrat social implicite qui fonde cette solidarité favorise les pratiques clientélistes, électoralistes, qui tendent à lier les individus aux titulaires de parcelles de pouvoir politique ou administratif. Et enfin, la progression des règles formelles est bloquée par les fonctionnements traditionnels qui continuent de prévaloir. Je sais pas, je vais rien dire sur la loi. C'est bien, parce que je suis en train de terminer. Donc, devant le côté multiforme des inégalités dans les pays arabes, leurs spécifications, leurs déterminants et leurs effets appellent à des recherches encore beaucoup plus approfondies, d'autant que les travaux restent quand même assez limités sur ces questions. Parce qu'à l'avenir, ces inégalités dont je viens de parler, ces inégalités persistantes, ils ont un autre effet très grave, parce qu'ils risquent de fragiliser la classe moyenne et être source de son instabilité. Une lecture de ce point de vue. Les attentes grandissantes de cette classe, son souhait et sa capacité de participer aux activités citoyennes, ainsi que ses aspirations à un meilleur niveau de vie, constituent des moteurs du changement. Comment dès lors les pouvoirs publics
peuvent renforcer les dispositifs existants et inventer d'autres pour une meilleure prévention contre les différentes formes de vulnérabilité évoquées précédemment. La croissance rapide des pays en développement comme le Maroc provoque des tensions sociales, que j'ai appelé tout à l'heure des externalités négatives, auxquelles il va falloir remédier rapidement et à grande échelle. Non seulement la classe moyenne devant être la source première et la principale bénéficiaire de la récente croissance, elle est instable et vulnérable, mais ceux qui se sentent exclus de la prospérité, c'est-à-dire la majeure partie de la population, aspire à davantage. Cette dynamique est manifeste sur le marché du travail. Ainsi, pendant toute sa période de croissance rapide, à compter du milieu des années 90, la plus grande économie asiatique, c'est-à-dire la Chine, a tiré parti d'un excédent de la main-d'œuvre à bas coût. Cet excédent est en train de se tarir. Et les salaires augmentent. Quand vous regardez la courbe des salaires en Chine, les salaires augmentent en conséquence, mais pas assez vite pour suivre le coût de la vie. Et en l'absence d'institutions du marché du travail, telles que les syndicats, des organismes de règlement du différend ou une législation, les travailleurs peuvent recourir à des conflits sociaux très graves pour exprimer leur mécontentement. On constate à un degré plus ou moins grand la même situation dans l'ensemble du monde en développement où les institutions sont inexistantes ou encore très peu solides. C'est pourquoi certains de nos travaux ne manqueront pas, je l'espère, de faire de propositions sur la mise en place d'institutions du marché du travail où le renforcement est un rôle plus important pour l'État dans l'encadrement de ce marché. Parce que les instruments traditionnels, comme le salaire minimum, je ne suis pas contre le salaire minimum, je suis pour le salaire minimum, ils peuvent se révéler efficaces à court terme, mais à terme, il va falloir trouver des solutions beaucoup plus innovantes. Et l'une des hypothèses fortes de notre programme de recherche est de faire, et là je vais terminer, et de faire en sorte que l'éducation, bien avant les autres politiques publiques, puisse être le tremplin vers l'élargissement et la stabilisation de la classe moyenne, tant il est vrai qu'actuellement celle-ci est sous-financée, très mal répartie et souvent décalée par rapport aux évolutions du système productif. Et je vous remercie. Je voulais aborder un autre sujet sur lequel on a pas mal travaillé avec mes collègues et qui structure pas mal de travaux chez les économistes aujourd'hui. C'est sur le lien entre les inégalités objectives et les inégalités subjectives et qui peut être aussi source de tension parce qu'il ne suffit pas de constater des inégalités, mais il suffit également comment les individus intériorisent les seuils à partir desquels ils jugent qu'il n'est plus supportable de continuer à vivre dans les mêmes conditions, et c'est une question extrêmement, extrêmement importante. Donc voilà, je voulais juste terminer kalima akhira, kalima akhira sur la croissance. Sarahatan, j'étais très surpris par l'ambiguïté de ce débat au moment de la campagne électorale, parce qu'il y a eu une controverse sur la valeur de la croissance qui va permettre de résoudre tous les problèmes du Maroc. Certains disaient 5, certains diraient 7, certains suivants. Je pense qu'une croissance de 5, une croissance de 6, de 7, de 10, de 15 ne pourra pas résoudre le problème du chômage في المغرب. علاش؟ Parce que ce sont des statistiques que nous publions que في المغرب, tous les ans, nous avons 500 000 sortants من le système éducatif. فيهم 350,000 واحد تيخرجوا sans aucune qualification. كتبقى لنا 150,000 واحد. هذيك 150,000 واحد, ils se répartissent entre la formation professionnelle, le niveau lycée et l'enseignement supérieur. J'ai fait une simulation la dernière fois devant l'Ustad Nouh وقلت له هذا السيستم éducatif شحال تيعطينا en termes d'unité de capital humain efficace كيعطينا تقريبا شي 5,000 واحد. Ça veut dire, si on veut résoudre le problème ديال les sortants sur le marché du travail en faisant l'hypothèse بأن un point de croissance crée 200 000 emplois, d'ailleurs ce sont des emplois informels, خصنا 25% de taux de croissance. وحنا قادرين شكون هاد l'économie في العالم اللي يمكن ليها دير 25% ديال الكرواسون. علاش؟ وهادشي ça corrobore ma thèse. علاش هادشي هذا؟ لأنه عندنا 300 Je termine, après vous posez vos questions,
c'est pas une vision statique, c'est une vision très dynamique, parce qu'elle est fondée sur des données longitudinales. Et ce sont des travaux très innovants في المغرب. La preuve, c'est qu'ils sont publiés dans les meilleures revues. 350,000 واحد اللي هاد 350,000 واحد ما خصهمش يخرجوا. عندنا 150,000 واحد، ديك الساعة on pourrait peut-être le gérer, les gérer et dire qu'on a 7%, 7% ولا 8% ديال la. Donc ça c'est juste